Vous vous souvenez de ces cours de sciences où on regardait l'horloge en espérant que ça se termine? Oh que oui. Et si la solution pour rendre tout ça passionnant se trouvait tout simplement dans une boîte de jeux? C'est exactement la question qu'on a voulu explorer. C'est le cœur de votre méga-analyse publiée ce 1er septembre. On en parle aujourd'hui. Vous avez passé au crible 76 études sur presque 20 ans. Alors la question est simple. Les jeux de société en sciences, c'est un gadget ou une vraie révolution? C'est la question à 1 million. Et la réponse courte, c'est que oui, les résultats sont très, très encourageants. D'accord. L'intuition est bonne. Les jeux améliorent bien l'acquisition des connaissances, ils boostent la motivation, développent l'esprit de collaboration. Mais, et c'est un mais qui est au centre de notre article, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors allons-y, explorons ce mais. Commençons par le positif. Quels sont les grands bénéfices que votre analyse a vraiment mis en lumière? Le premier, le plus documenté, on le retrouve dans 45% des études, c'est la capacité du jeu à rendre l'abstrait concret. C'est-à-dire? Prenez le tableau périodique des éléments ou le changement climatique. Ce sont des concepts qui peuvent être intimidants. Ouais, un peu. Le jeu, lui, il transforme ça en cartes, en jetons, en ressources qu'on peut tenir dans ses mains. On peut manipuler. La science n'est plus une formule au tableau, c'est un objet. On comprend mieux en faisant finalement. J'imagine que l'autre avantage, c'est que c'est juste plus amusant. Exactement. C'est le deuxième pilier, la motivation. À peu près 35% des études mesurent cet effet waouh. L'effet waouh. Oui. Le jeu dédramatise l'échec. Il fait baisser le stress. L'apprentissage devient un défi stimulant et plus une corvée. Et ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est que vous allez plus loin que la simple motivation. Vous parlez beaucoup des compétences collaboratives. C'est un point fondamental. C'est presque un effet secondaire qui s'avère majeur. Beaucoup de jeux, par leur design eux-mêmes, forcent les joueurs à communiquer, à négocier, À argumenter. à résoudre des problèmes en équipe. Bref, ce sont ces fameuses soft skills que tout le monde recherche. Le jeu, c'est une salle de sport pour la collaboration. Quand on parle de jeu, justement, on parle de quoi? D'une appli sur tablette ou d'un bon vieux plateau avec des dés? Est-ce que votre analyse fait la différence? Ah oui, on l'a faite. Et les résultats sont assez nets. Alors? Près de 70% des études se concentrent sur les jeux de plateau physiques. Ah oui, quand même. Oui, les raisons sont simples. C'est pas cher, c'est facile à mettre en place et surtout, l'interaction humaine est directe. Il n'y a pas d'écran entre les élèves. Je comprends l'avantage. Mais du coup, on ne risque pas de passer à côté du potentiel du numérique, qui engage souvent plus les jeunes générations? C'est tout le paradoxe. Parce que le numérique, qui ne représente que 30% des études, a des atouts uniques. Un jeu de plateau peut difficilement simuler une réaction chimique en temps réel. Ou l'évolution d'un écosystème sur des milliers d'années? Voilà. Le jeu vidéo, lui, il peut. Et il donne un feedback immédiat. La conclusion de notre article, ce n'est donc pas de choisir un camp, mais vraiment de combiner les deux approches. Le tableau a l'air incroyablement positif. Mais dans votre article, vous insistez sur le fait que tout n'est pas parfait. Quelles sont les zones d'ombre? Absolument. Et c'est là que notre fameux « mais » du début prend tout son sens. Le plus gros problème, c'est un manque de rigueur scientifique. Dans la recherche elle-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que près de 80% des études qu'on a analysées utilisent des statistiques assez simples et surtout n'ont pas de groupe de contrôle. Alors attendez, si je traduis. Ça veut dire qu'on montre que les élèves qui ont joué ont aimé et ont eu de bonnes notes, mais on ne peut pas être sûr que c'est grâce au jeu parce qu'on ne les a pas comparés à une classe qui n'en avait pas. C'est exactement ça. On voit une corrélation, mais on peine à prouver la causalité. D'accord. Et à ça, il faut ajouter des échantillons souvent minuscules, une médiane à 48 participants et un manque quasi total de suivi à long terme. Pardon, mais ça c'est crucial. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si les connaissances acquises avec le jeu sont durables. On ne le sait pas. C'est le point le plus faible de la recherche actuelle. C'est fou. Mais le plus frustrant pour nous, en tant que chercheurs, c'est ce qu'on a appelé la boîte noire des mécaniques de jeu. La boîte noire. Les études testent un jeu dans son ensemble. Mais elles ne nous disent jamais ce qui, à l'intérieur du jeu, a vraiment fonctionné. Est-ce que les élèves apprennent mieux parce qu'ils coopèrent ou parce qu'ils sont en compétition? On ne sait pas. Donc en résumé, si on se base sur votre travail, le potentiel est immense. Les jeux peuvent rendre les sciences plus concrètes, plus passionnantes. Mais la recherche, elle, doit encore mûrir pour nous dire non pas si ça marche, mais comment le faire marcher au mieux. C'est la synthèse parfaite. Le défi maintenant, c'est de passer de l'enthousiasme à l'optimisation. Et pour laisser nos auditeurs sur une réflexion, Oui? on se demande toujours d'où viennent les vocations scientifiques.
La pensée que je propose à la fin de notre article, c'est que le prochain prix Nobel commencera peut-être sa carrière non pas face à un tableau noir, mais en faisant un double 6 sur un plateau de jeu.